Bonjour à tous. Le Nouveau Monde, ce n'est pas celui qui fait table rase du passé, mais ça pourrait être un monde qui aime la vérité et qui cherche à faire table rase du mensonge. Alors, ce n'est pas un livre que je vous présente là, c'est une somme, c'est un monument qui impressionne. Ce n'est pas une enquête, ni une histoire, ni juste un témoignage journalistique. C'est la tentative assez héroïque d'une consoeur journaliste qui s'est trouvée immergée dans une région en convulsion et qui a cherché à comprendre, qui a découvert que le récit officiel ne collait pas avec les témoignages qu'elle recueillait, que les mensonges d'État avaient créé une réalité politique écrasante. Cette journaliste tente de faire éclater la vérité, et la vérité est scandaleuse, la vérité dérange, la vérité est dangereuse. Bonjour Julie River, bienvenue. Bonjour. Sur le plateau de Télé-Sud, et bravo pour votre courage, pour votre détermination et pour votre travail, vous m'impressionnez beaucoup. Vous bravez le consensus médiatique, parce que ce que vous dites, on ne le lit pas dans les journaux. Vous bravez aussi la colère d'un régime puissant et d'un homme que toute l'Afrique admire, qui s'appelle Paul Kagame. D'où vous vient d'abord, d'où vient cette passion qui vous anime? Bon, d'abord, ça a commencé en 1997. Pour la première fois, je suis allée au Congo pour faire des reportages sur la crise humanitaire au Congo. À l'époque, Paul Kagame et ses troupes ont renversé le président Mobutu. Et il y avait un grand changement politique, géopolitique dans la région. En même temps, les réfugiés Hutus rwandais qui avaient fui après le génocide en 1994 ont été pourchassés par Kagame, par l'armée de Kagame. C'est le moment où la crise au Rwanda, la guerre civile, le génocide, le coup d'État, finalement bascule de l'autre côté de la frontière et entraîne le chaos à son tour au Congo. Mais vous-même, vous êtes québécoise, vous n'êtes pas dans d'une famille de journalistes, vous êtes devenue journaliste par accident, par vocation profonde? Bon, le journalisme, c'était un métier que j'ai choisi parce que ça m'a permis d'apprendre. J'avais des intérêts sur le monde, je voulais découvrir le monde, je voulais voyager, je voulais avoir des aventures. Et ça, c'était vraiment le métier qui m'a permis de faire toutes les choses que je voulais faire. Alors, mais d'abord, cette histoire m'a tellement intéressée parce que j'ai vu très tôt dans ma carrière l'incohérence. L'incohérence entre la réalité, entre le récit officiel que j'avais cru à l'époque sur le Rwanda, sur le génocide, et la réalité sur terrain. Je vais expliquer, et ça m'a beaucoup dérangé pendant des années et des années, tout ce que j'ai vu dans la jungle au Congo. C'est-à-dire que vous avez assisté à un pan de l'histoire que les médias habituels n'avaient pas très envie de regarder. Tout à fait. Nous avons entendu la même histoire, qui est l'histoire prétendue que Kagame a stoppé le génocide. Kagame a instauré la paix au Rwanda, et ce que j'avais entendu au Congo parmi les réfugiés était complètement à l'opposé de cette histoire. D'accord. Donc vous êtes venu au Rwanda par le Congo, et parce que vous suiviez ce qui se passait au Congo, vous vous êtes mis à douter du récit qu'on vous avait fait sur le Rwanda. Alors maintenant, j'ai deux questions. La première, vous avez travaillé avec des médias français, Radio France Internationale, l'agence France Presse. On peut avoir raison contre tous ses confrères? Bon, j'ai toujours eu une attitude du défi. Le défi, c'est un bon début. Oui. J'ai l'esprit indépendant.
j'ai ma manière de voir les choses et je trouve que la première chose qu'il faut faire comme journaliste, c'est de parler avec le peuple. Et ensuite, on écoute les autorités, on lit les études, on examine d'autres éléments, mais il faut voir, c'est la vraie vie qui m'intéresse. D'accord. Accessoirement, comment est-ce que vous en êtes venu à l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Pourquoi pas l'Asie? Pourquoi pas le Québec? Pourquoi pas le Canada? Bon, pourquoi tout d'abord, quand j'ai été Canadiens? embauchée à RFI, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis sur le desk Afrique. Et c'était pas vraiment normal, un continent c'est que C'est j'avais... normal. Le conformisme des médias, ça c'est un vrai problème quand même pour une journaliste, de découvrir que tous ses confrères suivent une seule route, une seule voie. Il n'y a pas beaucoup de débats finalement. C'est un peu inquiétant, c'est sûr. Il y a un conformiste parmi les journalistes en France, mais partout au Canada et aux États-Unis. Un espèce de suivisme. Il y a aussi une complaisance qui et le résultat de tout cela, c'est qu'on a entendu une histoire, l'histoire que les Hutus ont été uniquement responsables pour la violence et les Tutsis ont été uniquement les victimes. Mais à votre avis, c'est quoi? C'est la paresse des journalistes? C'est la corruption du milieu? C'est le conformisme intellectuel? C'est la peur de se retrouver seul? C'est aussi la lâcheté. La lâcheté. D'accord. Mais le manque, je crois que les journalistes sont mal informés des fois. Il y a une sorte de paresse, bien sûr. Il y a des idées reçues. Mais il faut dire aussi, et c'est très important de comprendre, le récit officiel du génocide a été créé dans un climat de violence, de terreur et de propagande. Et la propagande a eu beaucoup de succès. Alors voilà, les informations venaient du FPR, ensuite étaient reprises par les ONG sur terrain, et ces informations ont été encore reprises par les journalistes, souvent, en majorité. Et les personnes qui étaient interviewées, les rescapés Tutsis, ont été interviewés sur terrain dans un pays qui est étroitement contrôlé par le FPR et par les cadres du FPR. Et puis il y a un phénomène qui est très fort, très puissant. C'est pas le sanglot de l'homme blanc, mais c'est que les victimes ne peuvent pas avoir tort. Les victimes sont forcément innocents. Et les Tutsis étaient les premières victimes. Alors ça, c'est la première chose que je voudrais que vous me disiez, c'est que on va parler du Rwanda, on va parler du clan au pouvoir, autour de Paul Kagame, depuis un quart de siècle exerce une féroce tutelle sur le pays, une vraie dictature. Mais je voudrais avoir une confirmation de votre part. Est-ce que vous considérez comme... c'est une évidence pour tout le monde. Est-ce que vous considérez, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu au Rwanda, au printemps 1994, un génocide contre les Tutsis? Absolument. Il y avait un génocide contre les Tutsis. Les centaines de milliers de Tutsis ont été ciblés à cause de leur ethnie dans les zones contrôlées par les forces Hutus. Donc il y a bien eu des chasses à l'homme qui ont été planifiées, organisées pour exterminer cette population Tutsi. Planifié, c'est un mot qui est difficile à dire parce que même le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui était créé par l'ONU après les génocides pour poursuivre les crimes les plus sérieux, n'a jamais prouvé la planification des Tutsis. Ça n'empêche
la planification du génocide contre les Tutsis. Mais ça n'empêche que la vitesse avec laquelle les Tutsis ont été ciblés était remarquable. Alors, oui, il y a eu 800 000 morts en quelques mois, et avec des moyens extraordinairement simples, rustiques, à la machette. Ça, vous n'en doutez pas. Alors après, il y a la suite. Il y a ce qui s'est passé après au Congo. Il y a ce qui s'est passé en même temps contre les Hutus dans les zones qui étaient tenues par la guérilla, le FPR, sur lequel on a très peu de documentation. Et puis il y a ce qui s'est passé ensuite au Congo. Et là, on parle de quoi? De 2, 3, 4 millions de morts? Bon, il y a l'histoire qui s'est passée au Congo où on dit qu'au moins 200 000 Hutus ont été tués. Mais mon livre examine la campagne de violence très organisée, très vite, et qui a eu beaucoup de succès, leur campagne de violence contre les Hutus qui commençait immédiatement après l'attentat de l'avion. Alors, en même temps, l'avion du président Habyarimana, oui, qui a été le signal qui a déclenché donc ce bain de sang inouï au Rwanda. Exact. Alors, votre livre, 475 pages, dont un tiers, ce sont des annexes, ce sont des interrogatoires, des éléments très probants. C'est un travail... Alors, le livre, il a d'abord été publié en anglais, il y a combien de temps? En 2018. 2 ans pour traduire 475 pages. Sur Google, c'est pratiquement immédiat. Hein? Comment ça se fait? Bon, en 2018, j'avais signé déjà un contrat avec la maison d'édition Fayard. Ouais. Et j'étais assez surprise, choquée qu'en 2019, l'année, c'était le 25e année du génocide, l'anniversaire. Et j'ai appris par un éditeur que la maison d'édition Fayard voulait renoncer à la publication de mon livre. Pourquoi? L'excuse ou la raison officielle était que la maison avait peur que ce livre pourrait fragiliser leur réputation ou leur collection. Mais je pense, j'ai des éléments, on m'avait expliqué que cette maison a été influencée et a reçu énormément de pression par des lobbies pro-FPR. Alors, c'était vraiment un choc pour moi, mais j'ai trouvé une autre maison d'édition qui était très d'accord à publier mon ouvrage. Donc, Rwanda, l'éloge du sang, est publié non pas chez Fayard, mais dans la maison Max Milo. Hein, ça vaut 24,90 € hein, et ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, en tout cas pour l'instant. Alors, ce qui vous indigne, en fait, vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé. Mais ce qui vous indigne au départ, c'est de découvrir qu'on passe sous silence les victimes du Front patriotique rwandais. Vous êtes une sorte d'Antigone, en quelque sorte, et vous n'acceptez pas qu'il y ait des bons morts, des bonnes victimes, les Tutsis, dont tout le monde célèbre eh bien, le sacrifice, hein, tout le monde est indigné qu'ils aient été immolés, et puis d'autres victimes qu'on passe sous silence, qu'on ne veut pas voir, qui ne sont pas dans le bon récit de l'histoire, et qui sont les Hutus. Exactement. Je montre dans le livre comment les troupes de Kagame ont œuvré tout de suite après le déclenchement du génocide en avril, ont œuvré derrière le front militaire, avec leurs commandos, avec leurs troupes de soldats mobiles, des escadrons de mort,
ont tué systématiquement les Hutus en commençant par le nord, la préfecture de Buyumba, ensuite en allant tout au long de la frontière est avec la Tanzanie. Ils ont tué systématiquement les paysans Hutus, les leaders de la communauté Hutu, et ils ont jeté à cet endroit-là, jeté les corps dans le fleuve Kagera. Alors, on a vu des images, et même il y avait des journalistes là à l'époque. Le FPR a contrôlé cette zone depuis fin avril, et toutes les victimes, on a vu dans le fleuve à partir de mai, juin, juillet, étaient des victimes dans cet endroit, des victimes Hutus, mais on a laissé les médias raconter des mensonges, tandis que... des victimes Tutsis. En disant que et même Bernard Kouchner avait déclaré, voilà ces victimes dans le fleuve Akagera, preuve de génocide contre les Tutsis par ce régime intérimaire. Parce que le FPR à l'époque contrôlait le discours et donc, dès le début, a orienté la vérité, a écrit la vérité historique. Exactement, mais je reproche aux ONG, mais je reproche aussi à l'ONU qui savait, les responsables politiques et humanitaires sur terrain savaient bien que ces victimes étaient les Hutus. J'ai vu les câbles, j'ai vu les communautés. Ce qu'il faut que vous expliquiez, c'est est-ce que ce sont, dans cette zone que tenait la guérilla, des massacres qui sont liés à la guerre, comme il y en a presque dans toutes les guerres, ou est-ce que c'est un nettoyage ethnique qui est mis en œuvre, comme on l'a vu par exemple en Yougoslavie? Est-ce qu'il y a un génocide des Tutsis par les Hutus, et est-ce que parallèlement, il y a un nettoyage ethnique génocidaire qui est mis en œuvre par la guérilla? C'est ça, les rebelles du FPR effectuaient un génocide contre les Hutus derrière le front, dans toutes les zones, dans toutes les préfectures, pendant leur avancée militaire. Et il faut dire qu'ils avaient déjà fait un nettoyage. Ce ne sont pas des représailles, ce ne sont pas des combats, ce n'est pas simplement la volonté de pousser dehors des populations. C'est pour vous des massacres systématiques, c'est un nettoyage ethnique. Absolument. Il y avait un certain nombre de tactiques. On a pourchassé les Hutus, on les poignardait, on utilisait, on les fusillait. Mais il y avait aussi une autre tactique. On rassemblait, on invitait je parle du FPR maintenant. On invitait les Hutus, les paysans, à des réunions. Ensuite, on les mitraillait. On utilisait une sorte d'arme blanche qui s'appelait Agafuni. On utilisait les grenades contre eux, des hommes, des femmes, des bébés, des enfants. Ensuite, au fil du temps, on avait promis aux Hutus la nourriture et la sécurité. On les a invités sur les grands camions et on les a acheminés vers le parc à Kagera, dans l'Est, un grand parc, une grande forêt, où on les a tués et brûlé leur corps. Et d'ailleurs, c'est très important, il y avait des feux qui brûlaient dans ce parc, qui étaient mentionnés par Roméo Dallaire, le commandant de la MINUAR, de la mission de l'ONU. Il avait mentionné les feux qui brûlaient. C'est-à-dire que vous pensez que la guérilla a cherché vraiment à cacher ses crimes, à masquer les traces, à faire disparaître les témoins? Exactement, ils ont fait ça, ils ont réussi à le faire. Personne n'avait accès à ce parc, sauf que le FPR. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de renvoyer dos à dos les victimes du génocide, et puis les auteurs du génocide, et puis ceux qui le combattaient, à mettre sur le même plan, finalement, deux choses qui sont très différentes, deux crimes très différents? Je ne sais pas si c'est très différent. Je ne vois pas...
il y a une catégorie de victimes dont les vies ont de la valeur et l'autre qui n'ont pas de valeur. Ce que je montre dans mon livre, après 20 ans d'enquête journalistique, après une quête personnelle. Avec beaucoup de témoins que vous avez rencontrés, les archives dans lesquelles vous êtes plongé, les archives du tribunal pour le Rwanda, beaucoup d'éléments. C'est un livre, c'est pas un roman, c'est pas un petit reportage. C'est un livre qui se lit page à page et qui est très impressionnant, hein, il faut le dire. Merci. C'est plus de 200 sources, interviews avec des témoins. Premièrement, les victimes Hutus au Rwanda, au Congo et en Occident. Après ça, j'ai fait la connaissance des dizaines d'ex-militaires du FPR, les gens qui ont quitté le régime. Qui ont fait défection et qui sont partis à l'étranger. Alors, justement, on va parler de l'actualité de cette semaine parce qu'il y a ce qui s'est passé il y a 25 ans, ce qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus obscur que le récit pourtant tragique qu'on en fait. Et puis il y a la réalité politique aujourd'hui. Alors cette semaine, a réapparu un personnage qui a eu une célébrité mondiale. C'était le directeur de l'hôtel des 1000 collines qui a écrit, qui était ce grand hôtel de Kigali, où 1 millier de personnes qui étaient menacées ont trouvé refuge au printemps 1994. C'est devenu, grâce à Hollywood, l'hôtel Rwanda. Et le directeur de cet hôtel, qui vivait en exil et qui était dans l'opposition au régime de Paul Kagame, a réapparu cette semaine, menottes au poignet, à Kigali. C'est un récit qui a été fait par Laurent Leleu. Souvent, les gens me posent des questions et me disent « Mais Paul, comment as-tu décidé de risquer ta vie pour sauver les vies des autres ?» Je leur dis simplement que moi, je n'ai jamais pris la décision. J'ai vu les gens venir dans ma maison et quand les gens sont venus dans ma maison, je n'ai pas vraiment eu de courage de les laisser chez moi et de partir, d'être évacué tout seul. C'était il y a 26 ans. C'était le génocide rwandais. C'est Paul Rusesabagina, l'ancien patron de l'hôtel des 1000 collines qui avait sauvé plus de 1200 personnes abritées dans son hôtel pendant le génocide au Rwanda en 1994. Son histoire avait inspiré le film Hôtel Rwanda. My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home until the day everything changed. Paul Rusesabagina, qui est né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, se réfugie avec sa famille à l'hôtel des 1000 collines. Encerclé par la milice, l'établissement abrite 1268 autres réfugiés Tutsi ou Hutu modérés. Les réfugiés seront finalement évacués par des convois mis en place par l'ONU. 1996, installé en Belgique, dont il obtiendra la nationalité, Paul Rusesabagina est devenu un opposant déclaré au régime de Kigali. Il mit au service de l'opposition ses relations et ses moyens financiers et fut très rapidement accusé de financer des groupes armés appuyant l'opposant numéro 1 au régime de Kigali, le général Kayumba Nyamwasa. C'est le génocide le plus rapide de l'histoire et aussi, je dis organisé, puisqu'on voyait les gens qui travaillaient, qui allaient massacrer les autres. Ils en avaient fait un job, ils en avaient fait un travail régulier. Ils se levaient le matin pour aller travailler. Travailler la nuit, il y en a qui travaillaient la nuit. Alors c'était devenu du travail. Alors qu'il était de passage à Dubaï le 26 août dernier, il avait disparu avant de réapparaître à Kigali le 31 août en état d'arrestation. Il est depuis des années dans le collimateur des autorités rwandaises. Son parti, le Mouvement rwandais pour le changement démocratique, est accusé d'avoir un bras armé, un groupe considéré comme terroriste par le pouvoir. Lundi 14 septembre, Paul Rusesabagina a été inculpé de terrorisme, meurtre et financement de rébellion par un tribunal de Kigali. Et comme ça, un héros est devenu donc un terroriste. Et cette semaine, le président Paul Kagame lui-même est intervenu à la télévision pour expliquer que Paul Rusesabagina s'était jeté dans la gueule du loup, qu'il était venu à Kigali, qu'il n'avait pas été enlevé à Dubaï comme le prétend sa famille. Vous y croyez ? C'est clair, d'après toutes les informations que je reçois,
que Paul Rusesabagina a été kidnappé. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est ciblé par le régime, mais ça fait beaucoup plus de temps que le régime attaque, kidnappe, fait disparaître ou tue les opposants à l'étranger. Alors, ça ne m'a pas étonnée du tout, parce que depuis 15 ans, Paul, il a toujours eu une bonne réputation à l'étranger. Il avait il était applaudi par beaucoup de personnes c'est sûr que sa réputation au Rwanda a subi un coup, mais ça a subi un coup à partir du moment où il a commencé, il y a 15 ans, à critiquer le régime. À l'époque, il n'est pas le seul. Autoritaire. Il y a une kyrielle, il y a une foule de gens dans l'entourage de Paul Kagame qui tout d'un coup font un pas de côté et tombent du coup et sont brisés. Il y a eu ce chanteur il y a quelques mois qui avait été l'enfant chéri du régime et qui a été arrêté, accusé de toutes sortes de crimes et finalement qui s'est suicidé alors qu'il était croyant, fervent. Personne n'y croit à cette version, mais il est quand même mort dans sa cellule. Hein. Oui, Kizito Mihigo. On croit que le FPR l'a suicidé. Il était en détention. Mais là encore, il n'y a aucune preuve de rien. Non, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune chance d'avoir une enquête indépendante dans ce pays. Il n'y a pas, malheureusement, de chance pour Paul Rusesabagina d'avoir un procès équitable, indépendant. Il finira sa vie en prison. Pourquoi l'éloge du sang ? Le titre fait référence au fait que la communauté internationale, depuis 26 ans, ne fait qu'applaudir et fait l'éloge de Paul Kagame pour son rôle prétendu durant le génocide. L'éloge, c'est-à-dire que ça paye, en fait. Exactement, mais en même temps, on applaudit un tyran en même temps que ses troupes massacrent des gens dans leur propre pays, mais aussi envahissent le Congo et déclenchent une guerre sans fin où des millions de gens meurent soit de la violence ou par la faim et d'autres raisons. Et beaucoup d'autres s'enrichissent grâce au coltan, grâce à toutes sortes de choses, grâce aux minerais. Alors, on ne peut pas parler l'éloge du sang, Max Milo, donc Judy River. On ne peut pas parler, quand on parle du Rwanda, on est écouté par énormément de fantômes, évidemment, et qui réclament justice. Et c'est l'occasion de rendre hommage à deux disparus. D'abord à Pierre Péan, qui a été peut-être le premier journaliste français à prendre ce sujet du Rwanda et à s'en indigner. Il est mort l'été dernier et son fils vient de publier donc ses mémoires impubliables. On sait ce qu'il a enduré pour avoir bravé la doxa officielle. Il avait publié il y a quelques années un livre qui avait fait scandale qui s'appelait Noir fureur et blanc menteur, Rwanda 90-94. Et puis un hommage aussi à Bernard Debré, qui a été ministre de la Coopération, qui a bien connu l'Afrique, qui a souvent opéré là-bas. Il y a beaucoup d'Africains qui lui doivent la santé, qui a été un homme courageux, qui a bravé les bien-pensants et qui avait écrit avec Jacques Vergès, autre esprit très indépendant, un petit livre qui s'appelait donc « De la mauvaise conscience en général et de l'Afrique en particulier ». Il avait écrit aussi un livre sur le retour du Mwami qui mettait en cause la version officielle sur ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Merci Judy River. Faites attention à vous. N'allez pas en week-end à Dubaï. C'est la recommandation qu'on pourrait vous faire. Bonne route, bon courage. Et merci à tous. Ainsi va le monde dans le monde nouveau sur Télé Sud.